Salut à toi qui as du flair. Bienvenue dans le podcast Mon chien a du nez, le podcast autour du flair du chien. Pour ce 25e épisode, j'accueille Karine Fauché pour une interview. Karine est comportementaliste depuis de nombreuses années et très tôt, elle a intégré le travail de flair dans sa pratique. Aujourd'hui, elle propose des stages de mantrailing, de pistage de rééducation, de jardin sensoriel et pratique également la détection, et tout ça en France et en Belgique. Durant cet entretien, Karine t'expliquera comment elle est arrivée sur le travail de flair et nous échangerons bien sûr longuement sur ce sujet, ainsi que sur les bienfaits de l'olfaction sur nos compagnons. Sans plus attendre, je t'invite à bien t'installer dans ton canapé, te caler au fond de ton siège de voiture ou de brancher tes écouteurs si tu es en vadrouille. Bonne écoute! Bonjour Karine! Bonjour Laure! Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour ce nouvel épisode de podcast. Pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Karine Fauché, je suis comportementaliste canin depuis 2008 je fais aussi des activités autour du flair avec le chien depuis 2014 à peu près, notamment en mantrailing et en détection. Voilà. Ok, super. Et du coup, c'est un peu la question qui suit la première. Comment es-tu arrivée sur les activités de flair et le mantrailing? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, alors en fait, en 2008, enfin en 2007, j'ai rencontré un petit chien. À l'époque, j'étais bénévole dans un refuge et j'étais famille d'accueil pour certains chiens, notamment pour Tiger, que j'ai gardé tout le restant de sa vie. Ce chien avait des gros problèmes d'agressivité vis-à-vis de l'humain. Il avait des gros problèmes d'aboiement, enfin beaucoup d'anxiété. Et en fait, je me suis intéressée au jeu de flair parce que j'ai vu que c'était un chien qui avait énormément besoin de connaître avant de pouvoir rentrer en contact avec n'importe quel individu, même avec certains autres chiens. Et moi, je me suis intéressée au mantrailing en tant que participante pour justement un petit peu le familiariser avec l'être humain. Et c'était une bonne méthode parce que ce chien a beaucoup progressé avec l'humain. Et donc, j'ai découvert le flair du chien grâce à Tiger pour régler ses problèmes de comportement. Et au fur et à mesure, comme j'étais comportementaliste, je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais aider d'autres chiens et j'ai commencé à organiser alors à l'époque, on appelait ça plus du pistage d'êtres humains. Et j'ai commencé à organiser des sessions avec des clients qui avaient des problèmes de réactivité avec leur chien ou des problèmes d'agressivité aussi. Donc, tu avais intégré en fait les activités, notamment de pistage ou de mantrailing dans la rééducation en comportement, c'est ça? Ouais, exactement. Parce que je trouvais que les chiens étaient beaucoup plus posés. Et surtout, en fait, ça permettait aussi de canaliser leur énergie. Et puis, ça répondait surtout à un besoin de connaître un peu plus l'environnement. Parce que, en fait, dans notre société, on laisse pas forcément, enfin, tout le monde ne laisse pas forcément flairer les chiens. Et en fait, à travers cette activité de flair, de pistage, en fait, je pouvais montrer aux gens à quel point le flair était important pour le bien-être du chien. Et donc, au fur et à mesure, j'ai fait ça. Puis, en fait, j'ai vu que les gens revenaient pour du loisir parce que, en fait, quand on commence à toucher à tout ce qui est mantrailing, détection, pistage, les gens, ils aiment bien ce genre d'activité. Il faut savoir aussi que c'est une activité très ludique pour les gens. Rien que le fait d'être retrouvé par un chien, je trouve que c'est vraiment très très ludique. Et j'ai commencé à donner des cours pour du loisir. Voilà. D'accord, très bien. Et alors je me doute un peu de la question, de la réponse. Mais est-ce que le fait de pratiquer une activité de flair a changé ton regard sur nos compagnons? Par exemple, est-ce qu'il y a peut-être des anecdotes ou est-ce que le fait, moi je trouve, en tout cas personnellement, que c'est hyper épatant d'observer la manière dont ils appréhendent le monde olfactivement. Mais ça m'intéresse toujours de savoir si d'autres ont peut-être une autre opinion. Alors moi, ça a changé la perception sur l'activité qu'on pouvait faire avec le chien. Moi, j'ai fait de l'agility avant de m'intéresser à tout ce qui était flair. Et je trouve que en agility, en tout cas, dans mon environnement avant,
On faisait ça avec beaucoup, beaucoup d'excitation, avec une intonation de voix, etc. Et en fait, ça m'a changé la perception du travail chez le chien, en fait. J'ai vu que le flair permettait d'acquérir beaucoup plus de paisibilité sur le chien. Le chien, il est tout à fait capable de faire une activité en étant calme. Et donc ça, c'est vraiment important, en fait. Moi, ça a vraiment changé ma vision de travailler mon chien. Et au-delà de ça, moi, ça a changé ma perception en fait sur le monde. Je me rappelle que à l'époque, j'avais une collègue qui m'avait dit ah bah tu sais, en promenade chez le chien, ça peut être le monde des mille et une menaces, les promenades. Et en fait, je trouvais que c'était une jolie expression. Et en fait, quand on voit qu'ils prennent leur temps, c'est-à-dire que quand on a un chien qui prend son temps et qui essaye d'avoir une vision sur le monde, et encore une vision, bah c'est un très mauvais mot, mais et ben le fait de flairer le met en état de bien-être et lui permet aussi de prendre certaines décisions qu'il prendrait pas. Ou ne pas prendre de décision, comme par exemple être réactif sur certains autres individus. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant en fait de voir la perception du monde par le chien à travers son flair. Nous, on est beaucoup dans le visuel, mais je me souviens aussi que moi je me suis beaucoup intéressée au niveau de l'olfaction aussi humaine, parce que à travers le chien, moi j'ai appris aussi à me nourrir autrement. Je me souviens que j'avais fait une conférence sur l'olfaction chez l'humain. Donc c'était sur l'olfactothérapie exactement. Et je me rappelle cette personne disait vous allez voir si vous sentez tout ce que vous mangez avant de pouvoir le mettre dans votre bouche, vous allez beaucoup moins manger. Et en fait, nous-mêmes, on a on a notre flair, mais on s'en sert beaucoup moins que le chien, parce qu'évidemment, le chien, lui, c'est le premier sens qui est utilisé. Il devrait l'utiliser dans la vie de tous les jours, et c'est pas forcément le cas chez tous les chiens domestiques, les chiens de famille. Clairement, ouais. Donc, et du coup, je sais que tu enseignes, et d'ailleurs tu nous l'as dit, le mantrailing et la détection. Oui. Ce qui m'amène à ma question suivante. Quelles sont, selon toi, les grandes différences entre ces deux activités? Alors, différences ou similitudes, hein, ça peut. Alors pour moi, donc la détection. Alors déjà la détection, c'est chercher une odeur. Le pistage, c'est suivre une piste. Notamment le mantrailing, suivre une piste d'un être humain. Donc ça, c'est la plus grande différence. Alors pour moi, je crois qu'on en a déjà parlé toutes les deux, mais pour moi, la détection, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus statique. Et alors, moi, j'ai pas eu vraiment de chiens qui préféraient la détection et le mantrailing avant Manga. Et Manga, c'est un chien qui clairement, elle préfère la détection et qui est rentré dans ma vie pour que j'en pratique plus. Donc ça, c'est. Mais pour moi, la plus grande différence, c'est que en fait, il y a beaucoup plus de précision finalement en détection. Et c'est vrai que quand tu as un chien qui fait les deux, donc c'est le cas pour Manga, moi j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de mal au début en mantrailing pour aller jusqu'à la fin de la piste, tout simplement parce que on sait que le pôle d'odeur est beaucoup plus grand en fin de piste, et donc c'est pas forcément facile pour le chien de trouver la source. Et en fait, la détection, je pense que la détection l'a beaucoup aidé là-dessus. Donc pour moi, c'est une activité. En fait, ces deux activités, à tous les propriétaires de chiens, si le chien il aime bien travailler dans le flair, il faudrait faire les deux, parce que je trouve qu'elles sont, en effet, il y a beaucoup de différences, mais elles sont quand même beaucoup complémentaires aussi en termes d'efficacité, puis en termes de développement du flair et d'être beaucoup plus précis dans le travail. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai pas mal entendu
de retour de gens qui disaient ah mais on m'a dit que si je faisais du man-trailing, il fallait surtout pas que je fasse de la détection et je sais pas d'où ça vient parce que la plupart des témoignages que je recueille de professionnels qui soit pratiquent les deux, soit enseignent les deux, vont justement dans ton sens et dans l'autre sens de ce que j'ai pu entendre, c'est-à-dire que au contraire, les chiens. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que les chiens qui font du man-trailing, quand on les met sur la détection, ça va 2 fois plus vite, c'est beaucoup plus facile. Et puis, comme moi, j'enseigne pas le man-trailing pour l'instant, des gens qui enseignent le man-trailing et la détection m'ont dit que effectivement, les chiens, une fois qu'ils avaient commencé la détection, s'étaient améliorés en man-trailing, c'est-à-dire qu'ils étaient plus précis, plus minutieux. Et que du coup, ça avait vraiment participé à une forte progression. Donc toi, tu confirmes ça? Ah oui, complètement. Et pour moi, en fait, on ne devrait pas penser qu'un chien est capable de faire qu'une seule activité. Je te parle même des activités en dehors du flair. Je pense que le chien, c'est un être opportuniste, curieux. Et plus on va lui faire de choses différentes, plus on va développer de l'autonomie, de la curiosité, puis on va enrichir tout simplement sa vie et on va améliorer son bien-être. Et pour moi, c'est pas du tout. En fait, je sais pas non plus d'où ça vient. Je trouve ça très triste qu'on pense que un chien doit faire qu'une seule activité. Je trouve que ça met le chien dans une limite. Vraiment, pour moi, c'est un chien, c'est un être tellement intelligent, tellement parfait que on peut vraiment faire beaucoup de choses avec son chien. Et je trouve que c'est un peu limitant de dire ça. Voilà. Maintenant, au-delà de ces différences, je trouve que la détection, elle est beaucoup plus accessible à certaines personnes qui sont qui ont des difficultés de mobilité. Donc, je trouve que c'est une façon aussi de faire une belle activité qui dépense son chien, aussi bien physique que mental, sans avoir un humain qui doit avoir une mobilité, en fait, pour faire du man-training, il faut pas avoir une grande mobilité, mais certaines personnes peuvent avoir des problèmes de santé. Et c'est vrai que la détection, elle peut être plus accessible à certaines personnes, je trouve. Oui, parce que moi, sans avoir de problème de santé, je te dis pas le nombre de fois où je me suis encoublée dans des branches et que je suis tombée en pleine forêt. Hein. Oui, on en est toutes là avec nos chiens. Mais tu vois, j'ai une cliente qui est handicapée et sans la détection, j'aurais pas pu proposer de jeu de flair. Et je trouve que ça, elle est pas handicapée moteur, mais disons que comme sa maladie lui permet pas de faire des grandes pistes, donc voilà. Je trouve que la détection est beaucoup plus accessible en termes de personnes. Et puis peut-être aussi pour les chiens âgés. Comme tu sais, j'ai Vicky. Qui elle a 12 ans et j'ai fait 1 ou 2 pistes avec elle et en fait j'ai vu que quand même au niveau du train arrière, comme il y avait énormément d'excitation au départ, elle avait un petit peu c'était pas trop facile après. Donc je trouve que c'est aussi plus accessible pour des chiens qui ont des petits problèmes d'arthrose ou qui ont des problèmes de déplacement ou des chiens âgés tout simplement. Ouais, super. Et donc tu m'as dit que à part manga, t'avais pas trop observé des chiens qui préféraient une activité plutôt que l'autre. Mais est-ce que tu as observé par exemple si dans ta clientèle tu as des chiens qui font les deux, certains qui avaient peut-être plus de facilité en man-training qu'en détection et inversement ou pas vraiment, c'est à peu près pareil. Ah si. Il y a des chiens c'est un peu plus difficile pour eux la détection. Okay. Je pense que c'est pas au niveau technique, c'est plus au niveau émotionnel. Je veux pas mettre une image sur une race, mais je trouve que les bergers ont beaucoup plus de facilité à travailler dans le déplacement que en statique. Enfin, quand je dis statique, en détection, tu te déplaces, mais c'est pas le même déplacement. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus, ça leur coûtait plus, je dirais ça comme ça leur coûte plus de faire de la détection. Et d'ailleurs, j'ai des retours de clientèle qui me disent, il est beaucoup plus fatigué quand il fait une séance de détection. Ah ouais, intéressant ça. Ouais, c'est super intéressant parce que donc du coup, ça leur coûte plus en termes de concentration en fait. Oui. Le fait de ne pas bouger.
enfin, le non-mouvement quelque part. Ouais. Et je pense qu'au niveau émotionnel aussi, c'est un peu compliqué pour eux de pas bouger. Moi, ça renforce mon idée sur le fait qu'on devrait pas travailler les chiens avec beaucoup d'excitation. On doit les motiver, mais on doit pas les monter au niveau émotionnel. Et souvent, alors c'est peut-être, je sais pas, hein, je fais des suppositions. C'est peut-être parce que le berger, il y a pas mal de bergers au niveau génétique. Les parents, les grands-parents, etc. On les a travaillés différemment, et donc ça, on sait que ça reste dans la génétique, hein, les capacités de travail ou les capacités de concentration. Donc moi, j'ai tendance à me dire, tiens, ok. Des fois, c'est plus compliqué pour eux. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui, pour répondre à ta deuxième question, il y en a qui préfèrent le man-trailing. Je me demande aussi si c'est pas le binôme qui fait ça. Je parle de mon expérience avec Manga. Moi, j'avais beaucoup d'attentes parce que moi, je préfère le man-trailing. Si je dois faire une activité avec mon chien, je préfère le man-trailing que la détection. Et peut-être que aussi l'attente qu'on met dans le chien, dans le travail avec le chien, lui met beaucoup plus de pression. Moi, j'ai un spitz flou, donc elle est très très sensible, et c'est peut-être ça qui a créé cette préférence. Voilà. Je dis pas que c'est la tête uniquement du chien, mais c'est peut-être aussi la façon dont on a présenté les choses. Ouais, et puis alors justement, en fait, c'est aussi très intéressant. Bon, alors de toute façon, c'est sûr, hein, dès qu'on pratique, je pense que tu vas pas me contredire, mais dès qu'on pratique une activité avec son chien, finalement c'est un travail d'équipe, hein. Donc si nous on est content, le chien il est content. Si le chien il est content, nous on est content. Et à l'inverse, si on est en difficulté, le chien il va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je le sens pas trop là, mon bipède derrière moi, et ça peut le mettre dans le doute ou en difficulté. Donc ça c'est tout à fait juste, et je suis ravie que tu l'aies soulevé. Et puis par rapport à ton observation sur les bergers, que je trouve hyper intéressante, je pense, donc toi tu parlais de l'aspect génétique, et moi je pense aussi, enfin je me posais la question s'il n'y avait pas aussi un aspect entre guillemets culturel. Quand je dis culturel, c'est par rapport à certains types de bergers, alors je vais pas citer de race, mais où on a l'image du chien qui doit tout le temps être à fond, et où on va cultiver finalement l'excitation au détriment quelque part du chien et de ses capacités cognitives, puisqu'il y a certains chiens, une fois qu'ils ont dépassé un certain seuil et qu'ils ont dépassé le seuil de la motivation et qu'ils sont partis dans l'excitation, ça devient assez vite catastrophique, parce qu'il y a justement un problème de gestion des émotions. Ouais. Ça, je me demandais aussi si c'était pas lié, enfin quand je dis culturel, c'est lié à voilà, ce type de chien doit être tout le temps au rupteur, et au final les gens confondent assez facilement motivation et excitation, et surtout chez ces chiens-là, les chiens auxquels je pense, comme la limite est assez fine, on peut vite tomber dans le panneau. Oui, mais moi je partage complètement cet avis, parce que quand je te disais que ça avait changé ma perception du travail avec le chien, en agility, moi j'étais beaucoup à exciter le chien. Je pensais que excitation à l'époque c'était motivation, ce qui est complètement faux en fait. Mais on a aussi cette culture en fonction d'où on est, etc. Dans quel club on va, dans quelle personne on rencontre. Moi j'ai travaillé en Belgique et ici en France. Je vois bien que, par exemple, rien que pour les troubles du comportement ou les problèmes que les gens rencontrent avec leurs chiens, c'est différent. Je trouve que c'est vraiment lié à la culture sur place. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'étais dans un club où, c'était la performance, pour l'agility, et en fait, on excitait beaucoup les chiens parce qu'on les trouvait beaucoup plus performants s'ils étaient à fond. Et en fait, le travail avec le flair, ça a complètement changé ma perception du chien. Moi, je dis toujours à mes clients, voilà, il faut pas que le chien il soit déséquilibré au niveau émotionnel. Il faut pas qu'il soit excité, il faut qu'il soit motivé. Et ça peut se faire dans le calme. Et s'il est motivé et calme, il va tout simplement avoir toutes ses capacités cognitives disponibles pour lui et pour travailler. Et complètement. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa pour lui aussi, hein, dans tous les cas. Ouais, clairement. Excellent. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Et là, c'est surtout ton expérience qui m'intéresse.
as-tu observé des évolutions positives sur des chiens qui présentaient des problèmes de comportement? Et alors, je me doute de la réponse, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si tu pouvais, si tu avais des anecdotes ou certains cas en tête que tu pourrais nous présenter un petit peu sur, je sais pas moi, des victoires ou des choses qui se sont, des belles choses qui se sont passées par rapport à ça. Oui, alors en lien donc avec problèmes de comportement et olfaction, travail de flair. ouais. Alors tu vois par exemple rien que le mantrailing, moi ça m'a beaucoup j'ai eu beaucoup de cas des chiens qui avaient peur des gens et qui pouvaient être agressifs avec les gens et qui ont changé complètement leur perception sur les gens en faisant du mantrailing. Maintenant, évidemment, j'ai pas présenté le mantrailing comme on présenterait le mantrailing à un chien lambda, mais pour moi, par exemple, le mantrailing, ça aide beaucoup les chiens à mieux apprécier l'être humain de façon générale, je dirais. Mmh. La détection, alors moi il y a pas très longtemps, il y a 2 mois de ça, j'ai une cliente, elle vient depuis 2 ans chez moi, puis on fait du mantrailing et de la détection. Et ce chien, il a beaucoup de problèmes quand il reste en statique, il aboie beaucoup. Et en fait, on a beaucoup fait de détection parce que en détection, on est un tout petit peu plus statique. Donc, moi, je voulais absolument travailler ça par la détection. Et en fait, ce que j'ai vu, ça a été vraiment confirmé par sa propriétaire, c'est que le chien, en fait, ça l'a beaucoup aidé à appréhender l'état statique sans être en détresse émotionnelle, en fait. Parce que ses aboiements, c'était clairement de la détresse émotionnelle. Dès que lui, on lui demandait d'être calme, il n'arrivait pas du tout à gérer ses émotions. Et la détection, pour moi, ça aide beaucoup pour les chiens qui ont des problèmes en statique. Tu sais, t'as beaucoup de chiens comme ça qui ont des problèmes en statique qui sont hey, qu'est-ce qu'on fait, etc. Oui, je sais bien, j'en ai une à la maison. Oui. Et donc, je trouve que la détection fait beaucoup. Alors, au-delà de ça, moi, je travaille beaucoup un problème récurrent, c'est tout ce qui est mouvement prédatoire chez le chien. On sait que par exemple, je crois que ma meilleure victoire c'était avec un border collie il y a quelques années qui avait agressé des joggers, qui jetaient sur les voitures, les vélos, enfin tout ce qui passait rapidement. Et en fait, on a travaillé beaucoup avec la trousse de détection. Maintenant, sa maîtresse part plus en promenade avec la trousse de détection, mais ça, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de atténuer les mouvements prédatoires et surtout d'arrêter quand c'est pas des mouvements prédatoires qui sont effectués sur des animaux, qui sont effectués sur des objets en fait. Ouais. Voilà. Super. Ouais, nickel. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante. Ça tombe bien puisque tu parlais de la trousse. Mais comment intégrer les activités de flair au quotidien? Est-ce que tu as des astuces ou est-ce que tu aurais... Comment, par exemple, si moi je veux débuter demain, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors ça peut être. Moi, je suis très ouverte. En fait, ce que je dis tout le temps pour cette question, c'est qu'il faut être très créatif. Pensez à des choses que vous faites tous les jours et comment vous pouvez intégrer ça dans l'environnement du chien à travers son flair, je dirais. Et ça peut être par exemple quand moi je fais beaucoup de déplacements. Quand je fais un déplacement sans mon chien, je vais prendre quelque chose dans l'environnement. Ça peut être une bûche de bois. Ça peut être un plastique, un jouet de chien que je vais trouver quelque part et je vais le mettre dans mon jardin. Cet objet, il aura des odeurs et il va stimuler mon chien parce que en fait, ces odeurs, il ne les connaît pas tout simplement parce que le chien n'a pas été dans l'environnement dans lequel j'ai pris cette odeur. Ça peut être aussi, quelle odeur mon chien préfère? Je vais mettre, je vais mettre des aliments. Quand je dis des aliments, ça peut être plus, par exemple, je dis n'importe quoi, du poivre, du clou de girofle, etc. Puis me dire, tiens, je vais prendre deux choses où je vais prendre de la cannelle, et puis je vais me dire, tiens, je vais proposer ça. Et puis je vais dire, je vais essayer de proposer ça à mon chien et puis je vais voir un peu son comportement, le nombre de fois où il revient sur l'odeur, le premier choix de mon chien. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi moi j'aime bien aller chercher des champignons. Et je vais apprendre à mon chien en automne quand il y a des champignons ou au printemps, on a des cèpes de printemps ici.
eh ben je vais y aller avec mon chien et puis je vais lui apprendre tout simplement le mot. Je vais dire champignon et puis je vais lui faire sentir l'odeur plusieurs fois et je vais lui demander de me retrouver cette odeur. Ça peut être plein de choses. Essayez de voir ce que vous avez envie de faire avec votre chien à travers son flair, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut, enfin pour moi, faut être très créatif. Mais ça peut être aussi, si j'ai des enfants, je demande à mes enfants de se cacher dans le jardin. Et puis, en général, les chiens, ils connaissent le nom des enfants, hein, et on demande de retrouver l'enfant dans le jardin. Ça peut être plein de choses. Ouais, et ça c'est génial parce que et c'est ça que j'apprécie avec toi, c'est ton inventivité et finalement la facilité avec laquelle on peut justement grâce à ces idées mettre en place ça très rapidement sans que ça bouleverse peut-être le planning parce que on a tous des vies bien remplies et parfois certaines personnes disent oui mais oh là là j'ai pas le temps et puis ça m'arrange pas de rajouter etc. Mais au final en étant effectivement un petit peu inventif, ça prend 0 temps de plus. Il faut juste réfléchir un peu en amont et intégrer ça dans le quotidien, quoi. Oui, et par exemple, donc si je dois te donner un conseil à toi, tu vois, par exemple, tu me dis j'ai pas le temps parce que là je fais beaucoup de stages, je donne beaucoup de stages, etc. Je vais te dire mais dis-moi, t'as plusieurs chiens, donc il faudrait que tu brosses tes chiens. Et puis tu vois, par exemple, tu prends Prana et puis tu mets des poils de ses frères et sœurs et puis tout simplement tu lui demandes de te rechercher le poil de Tom Tom. Voilà, ça c'est en fait ça prend pas longtemps. Faut juste penser quand on brosse nos chiens dans la vie de tous les jours, hein, donc ça fait partie de la vie. Faut juste les garder. Ça peut être des choses comme ça. En fait, faut juste se dire tiens, comment je pourrais faire. Un jour, j'ai fait ça avec Manga parce que elle en avait marre de faire tout le temps la même chose. Et j'étais à un point où j'avais pas trop de créativité. Et puis j'avais des poils de ses potes dans des pots. J'en ai mis un peu dans le jardin et je lui ai dit il est où Mister, il est où Chami, voilà, j'ai dit des choses comme ça. Et en fait, elle pouvait me sélectionner. Et ça, c'était excellent. Au niveau aussi relationnel, je trouve, avec le maître, on voit ce qu'on a aussi. On voit ce que c'est d'avoir un chien. On voit les capacités qu'un chien a faire plusieurs choses. C'est pour ça que c'est pas très juste de dire qu'il faut faire qu'une activité, parce que le chien, il a plein de capacités. Il suffit juste, nous, d'être un tout petit peu plus créatif que lui. Excellent. Ouais, c'est tellement vrai. Et alors, il y a pas très longtemps, t'étais chez moi pour donner un stage sur le pistage de rééducation. Et alors moi, j'étais très curieuse parce que déjà, rien que le thème m'intéressait et j'étais curieuse de savoir ce que tu avais à dire là-dessus. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on peut apprendre durant ce type de stage? Alors, qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Vous pouvez déjà apprendre en fait comment on peut atténuer certains problèmes, voire même les résoudre à travers le flair du chien. Donc, ça peut aller, par exemple, moi, quand j'ai des chiens réactifs sur les congénères, j'essaye un petit peu de comprendre, parce que réactif, ça veut tout et rien dire. Donc, par exemple, ce que je propose, c'est de mettre des poils de chien, pour voir un petit peu la réaction du chien face à des poils, face à une odeur. Je dis des poils de chien, mais ça peut être aussi une compresse ou un mouchoir de papier qui est frotté sur un autre chien. On peut apprendre ce genre de choses, comment on va lui apprendre à remettre le flair, le premier sens utilisé. Parce que pour moi, les chiens réactifs, souvent, ils sont pas dans le flair. Ils sont souvent dans le visuel. Et ça les met tout de suite ça les met souvent en stress parce que c'est pas forcément le sens ressource, je dirais, qui est utilisé. Le déplacement chez le chien, ça peut être très très compliqué en fonction des races. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt apprendre au maître comment on peut remettre le chien dans le flair. Donc, on peut apprendre à résoudre ou à atténuer des problèmes de réactivité. On peut apprendre comment on peut mieux gérer la prédation chez son chien, que ça soit une vraie prédation sur quand je dis une vraie prédation, c'est plutôt sur des animaux. Ça peut être aussi sur des vélos, des choses comme ça. Tout ce qui est mouvement prédatoire. Les traumatismes aussi.
Je pense que moi, une de mes meilleures victoires, c'était un chien qui était en résignation acquise, que des gens avaient adopté, et le chien ne faisait rien. Il s'effaçait complètement avec ces gens. C'était pas la faute des gens, mais c'est parce qu'il avait été conditionné comme ça pendant plusieurs années. Et les odeurs qu'on a proposées à ce chien dans son jardin, on s'est un peu creusé la tête, etc. Mais ça a permis tout simplement de redévelopper de la curiosité chez ce chien. Ça peut paraître bizarre, mais souvent, il y a certains chiens malheureusement qui ne sont plus curieux, alors que c'est une des premières qualités de l'être chien. Juste de remettre le chien dans le flair, peu importe comment on s'y prend. Hein. Ça peut être en détection, ça peut être en man-training, ça peut être en jardin sensoriel, ça peut être vraiment, mais il suffit juste de tester les choses. Et ben, on peut faire beaucoup de bien. Et surtout changer la perception qu'a le chien sur le monde ou sur les éléments perturbateurs qu'il provoque. Et donc, on sait que en fait, par le flair, le chien, il acquit une grande perception. Il a énormément d'informations et justement, on lui propose, tiens, avant de prendre des décisions, avant de faire tel ou tel choix, on va d'abord apprendre à connaître les choses. Et c'est surtout ça que moi j'essaye d'apprendre aux gens à travers cette formation. Parce que il n'y a pas une méthode, mais tout ça, enfin tous les jeux de flair qu'on peut proposer aux chiens ne peuvent uniquement que le mettre en position de bien-être. Et on sait qu'en désensibilisation, on désensibilise pas, mais on atténue la sensibilité qu'a un chien. Et pour atténuer cette sensibilité, il faut qu'il connaisse les choses. Pour qu'il connaisse les choses, il faut qu'il flaire. Voilà. Oui, donc au final, c'est d'avoir une belle boîte à outils, quoi. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, il y a juste de la créativité. Il faut juste essayer de se dire, tiens, comment on peut faire pour un chien qui a telle problématique, comment on peut lui faire changer de perception. Et donc, ça peut aller tous les jeux de flair. Hein. Par exemple, je reviens à la détection. Pour moi, ça change vraiment la perception du chien sur le statique. Okay. Et aussi sur les gens d'ailleurs, parce que en fait, comme tu travailles en binôme, les gens aussi ont plus l'habitude d'avoir un chien calme en un peu plus statique, et ils apprennent aussi à ne plus devenir réactifs, parce qu'on sait aussi que ça va. Quand on a un chien réactif, c'est compliqué de pas devenir réactif soi-même. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc, oui, parce que finalement, on devient stressé de tout stimuler en se disant, est-ce que ça va stresser mon chien, quoi. Oui. Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'à travers le flair aussi, l'être humain reprend confiance en son chien, parce que quand toi, tu le sais, quand il y a quelqu'un qui vient vers nous, en général, il y a aussi cette notion de confiance qui est un peu éteinte ou qui est un peu abîmée entre le maître et son chien. Et je trouve que les jeux de flair, tout ce qui est man training, tout ce qui est détection et jeux de piste ou jeux de flair, ça permet aussi d'être fier de son chien, et ça permet de renforcer la confiance qu'on a en son chien. Ah, c'est sûr. Et ça, c'est tellement important. Ouais. Tellement important. C'est la base. Ah, c'est clair. On arrive gentiment au bout. On n'est pas encore à la fin, mais on y arrive gentiment. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, pour les gens qui seraient intéressés de te contacter, ou peut-être qui seraient intéressés de participer à un de tes stages de pistage de rééducation, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Comment te contacter? Alors, sur mon site internet, karinefauché.com, ou alors sur ma page Facebook, Karine Fauché, comportementaliste canin. Donc il y a tous mes coordonnées, hein, il y a mon adresse email plus mon numéro de téléphone. Et sinon, les prochaines dates pour le stage de pistage de réhabilitation, c'est le 22, 23 et 24 septembre prochain. Et c'est dans ma région, du côté de Nemours. Voilà. Nemours. Ok, ouais. Très bien. Donc les gens peuvent facilement prendre contact avec toi. Voilà, exactement. Et au-delà de ça, je suis en train de développer deux formations en ligne. Une sur le jardin sensoriel qui sort cette semaine, et une autre sur tout ce qui est flair. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider certaines problématiques. Voilà. Génial. Ouais. Excellent, je me réjouis. Du coup, tu me donneras les liens, et puis je les mettrai en barre d'infos. Comme ça, les gens, ils auront qu'à cliquer dessus. Super. Un petit mot de la fin, une conclusion en rapport avec le flair, de préférence. En fait, faites attention, parce que quand on touche au flair du chien,
on s'arrête plus. Ça fait déjà 10 ans, quand je parlais de 2014. Moi, c'est en 2014 que j'ai commencé à prendre toutes ces formations de flair. Et en fait, c'est juste une formation continue. Et plus j'apprends sur le flair du chien, plus j'ai envie d'apprendre. Donc voilà, essayez de retenir ça. Mais c'est la meilleure aventure que vous pouvez avoir avec un chien. Donc n'hésitez pas à vous y mettre. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Karine. Merci pour cet échange très riche que j'ai énormément apprécié. Et puis bah de toute façon, nous on se retrouve bientôt. Ouais. Merci beaucoup Laure. À bientôt. Ciao.